Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un réel plaisir de commencer ce mercredi 29 septembre dans le cadre de la 5e édition du CFIA sur le plateau TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans le cadre de la première conférence de cette journée, d'accueillir sous vos applaudissements Monsieur Loïc Elano, chef produit méthode de référence. Monsieur Elano, je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau. Un réel plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter également la bienvenue au Maroc. Nous aurons le plaisir pendant exactement 45 minutes de vous écouter pour nous apporter véritablement cette valeur ajoutée que suggère Buki pour toute ce qui est analyse agroalimentaire. Je serai à vos côtés, n'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide. Je vous cède le plateau, vous avez en face de vous une audience unique et exceptionnelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes en direct, vous êtes avec les solutions Buki, professionnels labo. Merci encore une fois, ladies and gentlemen, sous vos applaudissements. Merci beaucoup et donc plaisir partagé d'être présent aujourd'hui au CFIA Maroc sous l'égide de Professionnel Labo. Donc je vous remercie de votre présence. Le thème de la conférence est donc les solutions Buchi pour l'analyse agroalimentaire. Je vais vous présenter un tour d'horizon des produits et solutions que propose Buchi dans l'analyse agroalimentaire. Ça va être l'occasion de faire un tour d'horizon et partager avec vous notre expertise et notre savoir-faire dans ce type d'analyse. Avant d'entrer dans le détail technique, je vais vous faire une petite présentation rapide de Buchi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Buchi est une société suisse créée en 1939 par Walter Buchi. Qui était donc à l'origine un souffleur de verre et qui a, après avoir fabriqué des niveaux à bulles en verre, inventé et fabriqué le premier rotavapor. Donc le rotavapor est un élément, un instrument bien connu dans les laboratoires de chimie qui depuis 1939 s'est énormément répandu et développé et qui a permis de faire la renommée de la société Buchi à travers le monde. En 2016, la société est toujours une société familiale donc gérée par Monsieur Buchi. Mais c'est une société qui a bien grandi parce qu'on est maintenant représenté à travers le monde par 15 filiales et il y a plus de 100 distributeurs présents dans différents pays. Et donc au Maroc, nous avons la chance et sommes heureux de travailler en collaboration avec Professionnel Labo. Donc je vous indiquais en préambule que Buchi proposait des solutions pour l'analyse agroalimentaire. Tout ça grâce à ces différents pôles de compétences. Nous sommes donc très présent dans le domaine de l'évaporation et de la synthèse. Donc, comme je vous le disais, le rotavapor, système d'évaporation rotatif, a été inventé par Buchi. Et il s'est énormément développé depuis, avec des systèmes d'évaporation parallèles qui apportent là aussi des réponses et des solutions pour les évaporations de grande série en analyse agroalimentaire. Le deuxième pôle de compétences, c'est la partie extraction et distillation. Donc des systèmes toujours qui combinent le verre, le mécanique et l'électronique et qui vont permettre de faire des analyses d'extraction et des analyses type Ggeldal. Donc c'est notre deuxième domaine de compétences. Le troisième domaine de compétences correspond aux solutions infrarouges. Donc des appareils qui vont vous permettre de faire des analyses rapides sur tout type de produit, que ce soit liquide ou solide. Donc là, nous avons intégré des compétences en optique pour développer ces appareils. Et le dernier pôle de compétences qui est tout récent,
c'est la chromatographie préparative de la société Grace que Buchy a racheté cette année. Donc là aussi, ça vient en complément des solutions que propose Buchy pour la préparation des échantillons. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va passer en revue les différents analytes et différentes analyses qui peuvent être faites en industrie agroalimentaire et voir comment Buchy peut répondre à la recherche de ces analytes et à la détermination de ces produits. Donc la première macromolécule qu'on retrouve énormément dans la recherche des éléments en agroalimentaire, c'est la matière grasse. C'est un paramètre essentiel que le fabricant de produits, de la réception de la matière première jusqu'à son produit fini, doit connaître pour pouvoir suivre le process. Donc là, on va proposer différents systèmes qui vont correspondre à différentes attentes de l'industriel. Un petit principe avant de vous présenter les appareils, c'est le principe de la détermination de la matière grasse totale qu'on va différencier de la matière grasse libre. Donc souvent les industriels vont rechercher soit un taux de matière grasse totale, soit un taux de matière grasse libre en fonction de l'étiquetage ou en fonction de la demande de leurs clients. Donc savoir que les deux analyses sont différentes et ne vont pas donner les mêmes résultats en fonction des matrices que vous allez pouvoir analyser. Donc le principe de la détermination et de l'extraction de la matière grasse totale, on va d'abord commencer par une hydrolyse de la matière. Une hydrolyse de la matière qui va se faire à température, donc aux environs de 100 degrés, avec de l'acide chlorhydrique et un adjuvant de filtration qui va être de l'acélite. Donc là, le but, ça va être de casser la matrice de façon à libérer l'ensemble de la matière grasse qui va être contenue dans l'échantillon. L'ensemble de la matière grasse, c'est-à-dire la matière grasse qui peuvent être liée aux protéines, les matières grasses qui sont contenues dans les cellules. Donc on a vraiment là une matière grasse totale par libération des acides gras qui sont couplés ou liés aux protéines ou aux glucides. Pendant cette phase d'hydrolyse, donc on va générer des déchets qu'on va pouvoir éliminer. Et une fois l'hydrolyse terminée, on va sécher notre hydrolysa de façon à pouvoir ensuite l'extraire, donc grâce à un solvant donné, à une température donnée qui va être liée au solvant utilisé, et un temps également donné. On va récupérer le solvant pour le recyclage et après extraction, on va récupérer notre extrait pour le sécher et finir par la dernière étape qui va être la pesée du bécher et donc le calcul de la matière grasse contenue dans l'échantillon. Donc, deuxième méthode d'extraction, ça va être l'extraction de la recherche de la matière grasse libre, où là, on n'a plus d'hydrolyse, on va juste sécher l'échantillon de façon à enlever l'humidité contenue dans l'échantillon pour que l'extraction se fasse correctement. Donc là, pas d'hydrolyse, on va vraiment extraire la matière grasse qui a été rajoutée dans le produit. Donc cette matière grasse libre, on l'a fait plutôt sur des produits finis, c'est-à-dire des produits qui ont reçu de la matière grasse pendant le process de fabrication. Pour déterminer la teneur en matière grasse totale, matière grasse libre, pardon. Donc un séchage de l'échantillon, une extraction, toujours c'est le même principe, et un séchage pour le calcul du résultat par pesée. Donc, pour la méthode d'extraction, en fait, il existe 3 méthodes d'extraction différentes qui vont permettre de répondre à différentes demandes. Donc on va proposer des systèmes d'extraction Soxley, des systèmes d'extraction HO type Randall et une extraction en continu qu'on appelle également Twisselman. Donc je vais vous passer une petite vidéo qui va permettre de bien comprendre les trois principes, voir les différences et donc quel type d'extraction utiliser en fonction de la recherche que vous avez à faire et de l'analyse que vous avez à faire. Voilà.
Donc la première technique d'extraction va être l'extraction type Soxhlet. Donc on a 3 éléments qui composent le Soxhlet, le bécher qui est tout en bas, la chambre d'extraction qu'on voit ici à l'écran, et tout en haut, vous avez le réfrigérant qui va permettre de recondenser les vapeurs de solvant. Donc là, le principe, il est simple. Dans la chambre d'extraction au milieu, vous avez votre échantillon qui contient la matière grasse qui est schématisée par les petits points jaunes. Et dessous, vous avez le bécher qui va contenir le solvant. Donc le solvant va être chauffé, donc il va s'évaporer. Il va passer par le tube qui est adjacent à la chambre d'extraction, à droite, arriver au niveau du réfrigérant. Donc le solvant est recondensé, et quand il recondense, il va redescendre au niveau de l'échantillon, puis dans le bécher. Donc on va remplir comme ça la chambre d'extraction pour éliminer l'ensemble de la matière grasse, et à la fin de l'extraction, le solvant va être éliminé de façon à récupérer dans le bécher que la matière grasse qui était contenue dans l'échantillon préalable. Donc on va pouvoir répéter le cycle autant de fois qu'il faut pour épuiser la matière grasse qui est contenue dans l'échantillon et pouvoir la quantifier. La deuxième méthode d'extraction, c'est donc l'extraction à chaud, où là on a un système qui est beaucoup plus simple parce qu'on a juste un bécher et un réfrigérant au-dessus, et l'échantillon est plongé directement dans le solvant qui est amené à ébullition. Donc là, le solvant est chauffé, il s'évapore et il redescend dans la cartouche qui contient l'échantillon pour permettre l'extraction de la matière grasse. Et de la même façon, on va avoir une étape de rinçage qui va permettre de nous assurer que l'ensemble de la matière grasse contenue dans l'échantillon est bien évacué. Et on va finir par une étape de séchage de façon à ne récupérer dans le bécher vraiment que la partie matière grasse qui nous intéresse. Et donc, troisième et dernière méthode d'extraction que Buchy propose, c'est l'extraction en continu. Donc là, on a un système qui va se situer entre le Soxhlet et l'extraction à chaud, puisque l'échantillon ne plonge pas directement dans le solvant bouillant. Par contre, les vapeurs de solvant vont passer sur l'échantillon. Donc on va avoir une augmentation de la température au niveau de l'échantillon, et donc une extraction de la matière grasse qui va se faire plus rapidement que sur un système d'extraction de Soxhlet. Que sur le système de Soxhlet, le solvant, lorsqu'il est en contact avec l'échantillon, il est déjà refroidi, donc forcément on a une température d'extraction qui est inférieure à la température d'extraction pour l'extraction à chaud et à la température d'extraction du Twisselman extraction en continu. Et là, de la même façon, on va avoir une étape de séchage. Le but étant là aussi d'évacuer le solvant de façon à récupérer à la fin la matière grasse qui est contenue dans le bécher. Donc au niveau de l'hydrolyse, on propose un système semi-automatique qui va permettre de traiter jusqu'à 6 échantillons en même temps. Donc savoir que l'étape d'hydrolyse, elle se décompose en étapes de chauffage, puis de rinçage et filtration. Donc sur nos systèmes, on va pouvoir proposer et la partie hydrolyse chauffage et la partie filtration et rinçage sur le même appareil. L'avantage également, c'est qu'on limite les transferts d'échantillons entre les différentes étapes de l'analyse. Entre l'hydrolyse et l'extraction, on va utiliser le même support d'échantillon. Donc il n'y a pas de risque de perte d'échantillon par son transfert entre les deux étapes de l'analyse. Pour la méthode d'extraction, donc, on propose là toute une gamme de produits qui vont permettre de répondre aux besoins, notamment en capacité d'analyse. Donc ce sont soit des 2 postes, soit des 6 postes. Le but étant de proposer l'appareil qui va répondre exactement à la demande en analyse des laboratoires. Rapidité d'analyse parce qu'on va avoir un système de chauffage rapide par la plaque vitrocéramique, et surtout l'étape d'évaporation et concentration qui vont être intégrées. Sur les systèmes d'analyse classique manuel ou système Soxhlet manuel, les étapes d'extraction et d'évaporation sont séparées, c'est-à-dire qu'il faut récupérer après extraction le ballon ou le bécher pour l'évaporer. Là, on a sur le même appareil les 2 étapes, donc le but est là aussi de réduire les manipulations et de réduire les risques de casse ou de perte d'échantillons. Un point important également, donc la sécurité, que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de transfert d'échantillons entre l'hydrolyse et l'extraction. Ce sont des systèmes complètement automatisés avec de nombreuses sécurités de surchauffe notamment, parce qu'on travaille
souvent avec des solvants qui ont des points d'ébullition relativement bas, donc il faut être très, très prudent. Et surtout, on récupère le solvant à la fin de l'extraction, de façon à pouvoir le recycler et donc diminuer le coût de l'analyse. Donc réduction de la consommation en solvant et réduction des coûts de fonctionnement par la réduction des étapes et des manipulations. Et enfin, un dernier point, c'est que ce sont des appareils qui sont conformes aux exigences réglementaires, dans le sens où on propose les 3 méthodes d'extraction et que seul Buchy propose un Soxley entièrement automatisé. Tous les autres systèmes qu'on peut retrouver sur le marché, ce sont soit des systèmes manuels, soit des systèmes d'extraction type extraction à chaud. Donc en fonction de la demande des laboratoires, on peut répondre soit en proposant un Soxley automatique, donc là qui va parfaitement répondre aux normes, ou un système d'extraction à chaud qui va aller plus vite dans l'extraction et qui est très utilisé pour le contrôle qualité de suivi de process en industrie. Donc une autre méthode de dosage de la matière grasse, donc une autre méthode d'extraction qui est une méthode d'extraction très spécifique aux produits laitiers, qui est donc la méthode Maugenier, qu'on appelle également Rose-Gottlieb, qui est une méthode d'extraction ici non pas solide liquide mais liquide liquide, où on va extraire le lait liquide avec différents solvants. Donc là, le principe, ça va être une hydrolyse, comme on a vu tout à l'heure, mais avec une base, parce que c'est l'hydroxyde de sodium, avec donc un élément en vert qui s'appelle le Maugenier. Puis on va avoir la phase d'extraction, donc avec 3 solvants différents qui sont l'éthanol, oxyde diéthylique et terre de pétrole. Et on va avoir une étape d'évaporation, puisqu'on va là aussi calculer le résultat par différence de poids entre le Maugenier vide avant l'extraction et le Maugenier en tout cas le solvant qui contient la matière grasse à la fin de l'extraction. Donc là où Buchy propose une solution, c'est au niveau de l'évaporation, parce que l'extraction est une extraction liquide-liquide, donc par agitation et mélange des 2 liquides, donc échantillon lait et mélange de solvants. Par contre, au niveau de l'étape d'évaporation, on peut faire face à un nombre d'analyses relativement important. Donc là, on propose une solution d'évaporation parallèle qui va permettre de traiter jusqu'à 12 échantillons en même temps. Donc avant de parler de l'évaporateur rotatif, je fais juste un petit rappel sur le principe de l'évaporation sous vide et donc le principe de l'évaporateur rotatif qui a été créé par M. Buchy. Donc là, on retrouve différents éléments qui composent le rotavapor. On a donc une prise de vide qui va permettre de travailler à des températures d'ébullition qui vont être en dessous de la température d'ébullition du solvant à sa pression atmosphérique. Le flacon échantillon donc, qui contient votre mélange de solvant avec la matière grasse. Le bain-marie dessous qui va permettre de chauffer le solvant pour faire l'évaporation. Et sur la partie gauche, le réfrigérant qui va permettre de recondenser le solvant. Le moteur du ballon de rotation qui va permettre la rotation du ballon dans le bain-marie, et le ballon de réception, on va récupérer en fait le solvant qui a été évaporé et distillé sur le rotavapor. Donc, s'il y a une règle à retenir au niveau de l'évaporation sous vide avec le rotavapor, c'est la règle des delta 20. C'est-à-dire que pour qu'une évaporation soit efficace, on doit avoir une différence de température entre les différents éléments chauffants de 20 degrés. C'est-à-dire que si vous voulez chauffer un solvant, si vous voulez avoir des vapeurs de solvant à 30 degrés, donc au niveau T2, il faut chauffer 20 degrés au-dessus au niveau du bain-marie, c'est-à-dire 50 degrés, et avoir une température de réfrigération qui va être 20 degrés en dessous, donc 10 degrés. Donc on part de 50 degrés au niveau T1, vous aurez vos vapeurs de solvant à 30 degrés au niveau T2, et le liquide de refroidissement doit être à 10 degrés au niveau T3. Le tout, bien sûr, en fonction du vide que vous voulez, qu'on doit apporter pour travailler
à la température d'évaporation de 50 degrés. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement du rotavapor. Et donc l'évaporateur parallèle va reprendre le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir une prise de vide de façon à pouvoir travailler à des températures, à des pressions inférieures à la pression atmosphérique, donc diminuer la température d'ébullition du solvant. Par contre, au lieu de travailler échantillon par échantillon, on va travailler avec 12 échantillons en même temps. Au lieu d'avoir un chauffage par bain-marie, on va avoir un chauffage grâce à une plaque chauffante, donc un transfert de chaleur par une plaque chauffante. Et la troisième différence, c'est qu'au lieu d'avoir une agitation du ballon par rotation, on va avoir une agitation orbitale de l'ensemble des 12 flacons. Donc le principe est le même, avec ces trois différences qui vont vous permettre d'évaporer 12 fioles de Maugeonnier ou 12 flacons qui ont servi à l'extraction Maugeonnier en même temps au lieu de un seul. Donc la réponse aux demandes et aux besoins des clients, ça va être d'évaporer, donc de travailler avec beaucoup plus d'échantillons simultanément, donc forcément de pouvoir sortir beaucoup plus de résultats dans le même temps. Comme on travaille sous vide, on a la réduction des temps d'évaporation grâce à l'évaporation parallèle et également au niveau sécurité, on va récupérer les solvants d'extraction puisqu'on va travailler sous un vide contrôlé. On est sûr, en appliquant les bonnes règles et les bons paramètres, de récupérer l'ensemble des solvants qui ont pu être évaporés. Et surtout, il n'y a pas de risque de perdre des molécules. C'est-à-dire que les acides gras à plus courte chaîne, vous ne risquez pas de les perdre en travaillant à des températures plus basses que les températures d'ébullition des solvants à la pression atmosphérique. Donc toujours au niveau extraction, ce qu'on retrouve également dans l'analyse nutritionnelle et les analyses qui sont demandées par les industries agroalimentaires sont les dosages des acides gras. Donc là également le principe, on va avoir une saponification de notre échantillon en présence d'éthanol et de KOH. Donc ça peut se faire sur un système de minéralisation type Buchy. Puis ensuite on va avoir une extraction et une concentration, une évaporation également sous vide. Donc là on retrouve les solutions d'évaporation Buchy parce qu'il faut travailler sous vide, là sur le dosage des acides gras de façon impérative, de façon à ne pas perdre, comme je disais tout à l'heure, les acides gras à plus courte chaîne. Donc les acides gras à courte chaîne ont des points d'ébullition relativement bas. Si vous évaporez de l'hexane, qui est un point d'ébullition de mémoire de 68 degrés, à 68 degrés, vous allez perdre une partie des acides gras. Donc là, il faut diminuer la température d'ébullition du solvant. Et la seule solution pour diminuer la température d'ébullition du solvant, c'est de travailler sous vide. Et du coup, en travaillant sous vide, on va pouvoir ne chauffer qu'à 40 degrés, mais évaporer quand même l'hexane. Et donc après évaporation, concentration, on a une analyse chromatographique qui va nous permettre de déterminer les profils d'acides gras. Donc là, on retrouve les mêmes avantages que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va évaporer sous vide, donc on est absolument sûr de ne pas perdre les molécules les plus volatiles, et ça c'est vraiment important pour déterminer le profil des acides gras. Et il n'y a pas de dégradation des extraits en travaillant les températures qui sont basses. Et bien sûr, on va récupérer le solvant en fin d'extraction, pour un des buts étant de diminuer le coût de l'analyse. Donc toutes ces analyses-là se font par voie, ce qu'on appelle voie chimique ou voie analyse plus classique. Il y a d'autres types de techniques qui permettent de faire toutes ces analyses de façon beaucoup plus rapide. Et ce sont les techniques de spectroscopie par infrarouge, où là donc on n'est plus sur une analyse en voie chimique, mais une analyse spectroscopique. Donc le principe, là aussi rapidement, c'est l'analyse infrarouge et proche infrarouge. C'est une méthode alternative. Elle est rapide, multiparamétrique et elle est valable pour tout type de produit. C'est-à-dire que vous pouvez analyser aussi bien des échantillons solides, liquides ou pâteux. En spectroscopie proche infrarouge, on peut faire des analyses
qualitative ou quantitative. Bon, c'est vrai qu'en agroalimentaire, on est plutôt sur une analyse quantitative, mais il faut savoir qu'on peut aussi tout à fait qualifier un produit par infrarouge, savoir si le produit est bon ou pas bon, sans vouloir chercher à faire forcément du quantitatif. Donc c'est une méthode alternative parce qu'elle ne dose pas directement les constituants, mais on va quantifier en fait les liaisons chimiques spécifiques qui vont constituer la matrice et l'échantillon. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc vous avez une source lumineuse qui est schématisée sur la partie gauche de l'écran, qui va passer donc sur l'interférogramme. L'interférogramme va pour but de décomposer cette lumière de façon à créer un spectre. Et ce spectre lumineux va passer va venir rencontrer l'échantillon. Et il y a une partie de l'énergie qui est rencontrée sur l'échantillon, qui va être absorbée par l'échantillon, et une autre partie de l'énergie qui va être envoyée vers le détecteur. Et c'est cette énergie non consommée par l'échantillon qu'on va mesurer au niveau du détecteur et créer comme ça un interférogramme qui va être spécifique à l'échantillon que vous allez analyser. Donc de l'interférogramme, il faut donner une réponse numérique. Donc l'interférogramme, c'est la superposition de spectres. Donc comme schématisé sur le petit schéma du milieu, et à partir de ces spectres-là, on va mettre en face des valeurs numériques qui ont été obtenues par une méthode de référence. Donc on va avoir une multitude de spectres qui correspondent à la photo d'un échantillon à un instant donné, et en face de cette photo, on va mettre des valeurs numériques qui ont été déterminées par méthode de référence. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces informations-là, grâce aux éléments de chimiométrie, qui vont permettre de déterminer le résultat. C'est-à-dire qu'à un spectre donné, on va avoir une réponse numérique associée. Donc du spectre plus les valeurs numériques, ça vous donne une courbe de calibration. Et la courbe de calibration va permettre de déterminer un résultat d'un échantillon inconnu. Donc on part d'échantillons dont on connaît la teneur en différents éléments, on y associe le spectre, développement de calibration, et ensuite en passant à l'échantillon inconnu, on va avoir les valeurs numériques. Donc là on propose deux grandes gammes de produits. La première gamme sont les Nearmaster, qui sont des appareils étanches faits pour le process. Donc le but est de travailler le plus proche possible de la ligne de production, de façon à ce que la réponse soit la plus rapide et les interventions, si nécessaire, et les corrections soient également les plus rapides. Donc c'est un système plug and play. On le met à côté de la ligne de production, on échantillonne et on a le résultat au bout de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Et on a un autre type d'appareil qui est le Nearflex, qui lui en fait est composé d'un banc optique sur lequel on va pouvoir associer différentes cellules de mesure en fonction des applications. Donc on peut avoir des cellules de mesure fibre optique solide, fibre optique liquide. On peut avoir des cellules de mesure liquides. On peut également avoir donc des cellules de mesure solides avec différents supports d'échantillons, comme on voit sur la slide en haut à gauche. Donc soit des boîtes de pétri. C'est ce qui est le plus souvent utilisé, c'est-à-dire qu'on va échantillonner dans la boîte de pétri et on va mettre la boîte de pétri sur l'analyseur et on va avoir en quelques secondes la réponse. Donc l'avantage des systèmes d'analyse proche infrarouge, ça va être sa simplicité. Là, il n'y a aucune préparation d'échantillon. Et pour l'analyse, une fois que les calibrations sont faites, il y a un bouton en tout et pour tout pour lancer l'analyse. Il est rapide, donc on a les résultats en quelques secondes. Et non seulement on a les résultats en quelques secondes, mais en plus, une analyse vous permet de déterminer plusieurs paramètres. Donc ça peut être la matière grasse, les acides gras libres, les protéines, le taux d'humidité et encore d'autres paramètres. Il est non destructif, c'est-à-dire qu'après analyse, vous pouvez réutiliser l'échantillon, soit pour confirmation, soit pour un autre type d'analyse, ce qui n'est bien sûr pas possible avec
des analyses en chimie humide où l'échantillon est détruit. Et donc on a un très faible coût analytique puisque là on génère aucun déchet, il n'y a aucun réactif utilisé pendant l'analyse, donc aucun consommable non plus. Donc c'est vraiment une méthode qui a un très très faible coût analytique. Donc deuxième macromolécule qui a une grosse importance économique dans les industries alimentaires, importance économique et nutritionnelle, sont les protéines. Donc c'est souvent le premier ou le deuxième paramètre qui est analysé après la matière grasse. Je dirais que la méthode la plus connue pour la détermination des protéines reste la méthode de Gjeldahl, mais on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres méthodes. Donc la méthode de Gjeldahl est une méthode d'analyse là aussi par voie chimique qui se décompose en trois étapes. Une étape de minéralisation, donc là on va utiliser de l'acide sulfurique avec les catalyseurs, on va chauffer l'ensemble à près de 400 degrés de façon à minéraliser l'ensemble de l'échantillon, donc transformer toutes les protéines et tout l'azote organique en sulfate d'ammonium. La deuxième étape va être une étape de distillation. Donc une fois que vous avez transformé toutes vos protéines en sulfate d'ammonium, on va passer en milieu basique de façon à pouvoir distiller l'ammonium qui a été créé justement en milieu basique. Et ensuite, on va titrer l'azote qu'on a pu récupérer dans l'acide borique. Donc qui dit 3 étapes d'analyse dit également 3 systèmes et 3 instruments différents. Donc on va voir les premiers éléments qui vont permettre la minéralisation, donc la transformation de l'azote organique en sulfate d'ammonium. Et puis ensuite, on va voir la deuxième étape de distillation qu'on va pouvoir assurer soit avec des distillateurs simples, manuels, ou des distillateurs automatiques qui intègrent déjà l'étape de titration. Donc la méthode Gjeldahl, on la retrouve dans tous les secteurs d'activité, aussi bien agroalimentaire que environnement, que chimie, que pharmaceutique. Enfin, c'est vraiment très très large comme domaine d'activité. Et ça reste la méthode officielle de détermination de l'azote. Je vais vous présenter après d'autres méthodes d'analyse de l'azote, mais la méthode officielle reste la méthode de Gjeldahl, c'est celle qui fera toujours foi en cas de litige dans des échanges commerciaux. C'est une méthode d'analyse directe parce qu'il n'y a aucune préparation, il n'y a pas d'étalonnage à faire pour obtenir un résultat. Si demain vous recevez un échantillon que vous n'avez jamais analysé, par la méthode de Gjeldahl, vous allez pouvoir obtenir un résultat, ce qui n'est pas forcément le cas avec une méthode alternative comme l'infrarouge. Et c'est une méthode adaptable, parce que là, vous pouvez utiliser tous les types de matrices, que ce soit des liquides, que ce soit des solides, des pâteux. Il n'y a aucune limite au niveau du type d'échantillon pour l'analyse de Gjeldahl. Donc ça reste la méthode universelle. Donc le principe de base, comme je disais tout à l'heure, repose sur 3 étapes. D'abord, transformation de l'azote organique en un sel d'ammonium. Étape de minéralisation, transformation du sel d'ammonium en ammoniac, donc étape de distillation, et ensuite l'étape de titration. Sachant que le résultat brut que l'on obtient, c'est une chute de burette après la titration. Cette chute de burette, par calcul, va nous permettre de déterminer un taux d'azote, et ensuite, donc, en appliquant un facteur multiplicateur, on va pouvoir en déterminer un facteur protéine, un taux de protéique, pardon, qui va dépendre du facteur protéique qui lui-même est lié au type de l'échantillon et à la matrice. C'est-à-dire qu'une matrice donnée correspond à un facteur protéique qui va être différent si vous changez de matrice. Et donc ce taux protéique, ce facteur multiplicateur, il est calculé en fonction du nombre d'azote que compose la molécule de protéine.
Donc là, c'est pareil, on va pouvoir proposer une gamme très large de systèmes en fonction de la demande en analyse. S'il y a une demande très importante d'analyse par jour ou moins importante par semaine, on va pouvoir proposer des minéralisateurs 6 ou 20 postes, des distillateurs qui vont être manuels ou automatiques, éventuellement avec des passeurs d'échantillons 20 ou 40 postes qui vont permettre d'analyser 120, 140 échantillons jour. On a misé énormément sur la sécurité, parce que c'est une manipulation qui nécessite l'utilisation de produits chimiques corrosifs à des températures élevées. Donc il faut que la sécurité soit optimum. Donc on a travaillé sur la manipulation, enfin sur la réduction de la manipulation des tubes, le but étant de manipuler le moins possible les tubes, de façon à éviter les risques de casse et d'accident. On a également travaillé sur les matériaux mis en œuvre. Il faut que ces matériaux sont faits pour résister aux contraintes chimiques et thermiques de l'analyse. Et le but étant également de réduire un maximum la manipulation des réactifs et d'assurer la sécurité des manipulateurs avec un système d'aspiration des fumées type scrubber qui soit efficace et qui aspire et neutralise effectivement les vapeurs acides qui sont émises pendant la minéralisation. Flexibilité également, parce qu'on va pouvoir poser sur les mêmes systèmes l'utilisation de tubes de différentes tailles, donc 300 ou 500 ml, en fonction des volumes d'échantillons que vous allez avoir analysés. Alors c'est vrai que pour des prises d'échantillons agroalimentaires, les tubes de 300 ml sont en général largement suffisants, mais dans d'autres domaines d'activité comme l'environnement, on peut avoir des prises d'échantillons de 200 à 300 ml. Dans ces cas-là, on utilise des tubes de 500 ml. Et sur un même appareil, vous avez cette flexibilité de pouvoir faire et des analyses agroalimentaires, protéines sur les produits finis ou les matières premières, et également des analyses environnementales sur les eaux de rejet ou les eaux de consommation. Les appareils sont également évolutifs en fonction des besoins. Donc, dans les laboratoires, les besoins évoluent toujours. Donc, les appareils doivent aussi pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'à un système de base, on peut y ajouter soit un passeur, soit des titrateurs automatiques, de façon à automatiser et donc libérer du temps au niveau manipulation. Autre méthode de dosage des protéines, c'est la méthode de combustion du mât. Donc là, le principe est différent parce qu'on ne va pas minéraliser l'échantillon avec un réactif chimique, mais on va le brûler. Et en brûlant l'échantillon, on va créer de l'azote gazeux N2 qu'on va ensuite analyser. Donc on brûle l'échantillon, on crée de l'azote N2, on élimine tous les autres gaz qui ont pu être développés pendant la combustion pour ne récupérer à la fin que l'azote sous forme gazeux N2. Et c'est cet azote N2 qui va être mesuré. Alors, une petite vidéo qui part de la droite. Hop là, non, il n'est pas parti. Non, il ne veut pas. Bon. Donc là, c'était un schéma. Hein. Rapidement, je vais vous le montrer. Donc en fait, on a l'injection de l'échantillon qui va se faire ici, les différents gaz qui vont arriver de façon à permettre la combustion. Donc les différents gaz, c'est essentiellement l'oxygène, et le gaz vecteur qui va être le CO2, qui va permettre de pousser l'ensemble des gaz. Donc les gaz de combustion vont passer ici, vont ensuite passer dans différents systèmes pour éliminer les gaz de combustion indésirables. Les gaz vont être ensuite séchés dans la partie rouge qu'on voit ici, pour arriver au niveau du détecteur et déterminer la quantité d'azote en mesurant l'air qui se trouve sous la courbe. Donc là, on a aussi une analyse très rapide
parce que ça va être quelques minutes pour, comparativement à quelques heures pour le gel dalle. On n'utilise pas de produits chimiques. Il n'y a pas de génération de déchets, en tout cas très très peu. Et c'est un système qui va être complètement automatisé avec la possibilité d'utiliser des échantillons, des passeurs d'échantillons, soit 60 ou 120 positions. Donc une alternative intéressante pour l'analyse agroalimentaire, en agroalimentaire des protéines. Autre et troisième méthode d'analyse des protéines, c'est la spectroscopie proche infrarouge. On en a parlé tout à l'heure pour la matière grasse. Donc on a exactement le même principe aussi pour les protéines. On a la possibilité d'analyser en infrarouge les protéines. Le temps étant compté, je vais passer rapidement sur les autres dosages qu'il est possible de faire et qu'on retrouve en agroalimentaire. Donc il y a le dosage du SO2 qui est beaucoup utilisé, enfin beaucoup fait sur tout ce qui est fruits secs, de façon à déterminer la quantité de SO2. Donc là on a une acidification de l'échantillon, puis une distillation, donc avec par exemple un distillateur K360, et enfin une titration. Donc tout à l'heure je parlais de flexibilité au niveau de l'analyse des protéines. Un distillateur pour les protéines peut aussi vous permettre de faire un dosage de SO2 au niveau des fruits secs si vous travaillez dans ce domaine-là. Autre analyse qu'on retrouve beaucoup, c'est la détermination de la BVT et TMA, donc un élément qui permet de mesurer, enfin de quantifier la fraîcheur des poissons notamment. Donc le principe également, hydrolyse avec un acide perchlorique, une distillation et une titration. Donc on retrouve le même principe de distillation à la vapeur. Donc le distillateur peut vous servir à faire protéines, SO2 et ABVT. Donc là aussi grande flexibilité pour la réduction des coûts d'analyse. Sachant qu'il y a possibilité de brancher un titrateur pour automatiser et fiabiliser l'analyse. On peut également doser les alcools et les acides volatiles, donc là aussi dans tout type de produits, pas forcément vin et spiritueux, mais ça peut être dans tout type de produits, parce qu'on a des limites de quantification qui sont relativement basses avec ce type de système. Donc là c'est très simple, hein, c'est juste une distillation à la vapeur. Avec donc des accessoires qui permettent de travailler directement dans des fioles jaugées. Donc là aussi le but étant d'éviter le transfert de l'échantillon d'une étape vers l'autre. Et donc pour finir, autre paramètres recherchés dans les produits alimentaires, ce sont les contaminants organiques. Donc tout type de contaminants qu'on peut retrouver aussi bien dans les matières premières que dans les produits finis. Donc là c'est les éléments type dioxine, PCB, HAP et autres qui nécessitent une extraction avant analyse. Donc on va avoir une étape de préparation d'échantillons qui va être une lyophilisation ou un séchage. Puis une étape d'extraction concentration avant injection chromatographique. Donc là, on va proposer des systèmes d'extraction Soxley automatiques qui vont être dédiés vraiment à l'analyse des contaminants organiques par les matériaux qui sont mis en œuvre. Ça va être des matériaux qui n'ont aucun effet mémoire, et qui sont complètement inertes, parce que l'appareil est composé que de verre et de téflon. Donc il est vraiment dédié à l'analyse des contaminants organiques en éliminant toute source de contamination qui serait liée aux matériaux mis en œuvre par les appareils. Donc là on est sur un système d'extraction classique, hein, type Soxley. Sachant qu'il existe donc un autre système d'extraction sur lequel je vais être obligé de passer rapidement, qui est un système d'extraction sous pression. Donc là, le principe est à l'inverse de l'évaporation sous vide. Puisqu'on va travailler, donc, on va rechercher à travailler à des températures d'ébullition qui vont être largement supérieures aux températures d'ébullition des solvants à la pression atmosphérique, puisqu'on va essayer de travailler à des températures jusqu'à 200 degrés
pour des solvants type hexane qui ont des points d'ébullition à 60 degrés, 68. Donc la difficulté, c'est de pouvoir augmenter la température de l'ébullition du solvant tout en gardant le solvant sous sa forme liquide. Et la seule façon d'utiliser, d'augmenter la température d'ébullition tout en gardant le solvant sous sa forme liquide, c'est de jouer sur la pression. Donc on va augmenter la pression dans laquelle on va travailler de façon à s'assurer que le solvant soit toujours sous forme liquide et permettre l'extraction solide-liquide. Donc là, on n'est plus sous vide, mais on est au contraire sous pression. Donc on va travailler les pressions de l'ordre de 100 bars à des températures de 150-200 degrés. Malheureusement, je vais passer rapidement sur le schéma de fonctionnement. Hein. On retrouve dans la partie rouge le chauffage des échantillons qui sont insérés dans le bloc chauffant, et dessous les viales qui vont contenir le solvant avec l'échantillon extrait, et l'évaporation à côté qui va permettre de récupérer que l'extrait. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'extraction sous pression permet de réduire les temps d'extraction, baisse la consommation de solvants parce qu'on travaille sur des volumes beaucoup plus faibles, et surtout permet d'avoir des meilleurs rendements d'extraction sur les molécules qui sont quelquefois difficiles à extraire, comme tous les contaminants organiques. Donc là aussi, on propose deux types de systèmes en fonction des besoins, du 4-6 postes et des tailles de cellules différentes en fonction des prises d'échantillons. Et donc pour terminer, sur l'analyse de spectroscopie proche infrarouge, j'en ai parlé pour la matière grasse et pour les protéines, mais il y a un très très large spectre d'applications au niveau de la spectroscopie proche infrarouge, c'est-à-dire qu'on peut faire analyser énormément d'analytes et de paramètres différents avec les systèmes proche infrarouge. Et pour finir, pour les laboratoires de recherche et développement, on propose également des méthodes d'atomisation et d'encapsulation laboratoire. Donc l'exemple le plus parlant est le séchage du lait, de façon à pouvoir faire de la poudre de lait. Donc avant de passer sur les systèmes industriels de plusieurs tonnes, on va travailler au laboratoire sur des petits volumes de façon à déterminer les bons paramètres d'atomisation. Voilà, donc en conclusion, les solutions Buchy, ce ne sont pas que des appareils, ce sont avant tout des solutions grâce aux services qu'on peut apporter qui sont associés aux produits, aux notes d'application, à l'expertise, à l'expérience de Buchy dans ce domaine d'activité. Je vais finir, je pense, juste à l'heure. Tout à fait Loïc, vraiment bravo, et on applaudit véritablement Loïc Hanot qui est chef de produit méthode de référence chez Buchy Switzerland. Nous avons souhaité que ces conférences soient également interactives, et donc pendant 15 minutes, nous allons donner bien sûr la parole à l'audience pour poser questions, interpellations, constats. Il est clair et entendu que tout un chacun est libre de disposer comme il le sent. Mon professeur de management disait toujours que la première question est la plus difficile, et avec votre et ma permission, nous allons passer à la deuxième question. Je vais demander à Marie, avec sa gentillesse habituelle, de nous donner un coup de main. Question, ladies and gentlemen. Alors, mon prof de management disait pas tous à la fois. D'accord? Et on y va. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des interpellations? À moins que notre cher Loïc Hanot apporte d'autres compléments d'information sur des choses, parce que je l'ai mis au feu ardent des 45 minutes, alors qu'il avait 60 minutes exact top chrono. Messieurs, dames, vous avez tout compris? Ok, on va prendre une feuille, on va faire un examen, et on va voir un petit peu véritablement si les choses sont bien comprises. Ah, enfin! Auriez-vous la gentillesse juste de vous lever, de me donner votre nom et votre prénom? Et comme je le dis toujours, de me donner votre numéro de carte de crédit avec code. Non, ça c'est pas possible. S'il vous plaît. Donc Tahraoui Ahmed. Donc je suis avec... vous êtes Ahmed Tahraoui. Très heureux. D'accord. Et vous représentez quelle société, ou vous êtes... Professionnel.
professionnel. Très bien, c'est juste pour que monsieur puisse situer sa réponse. Votre question ou votre constat? Donc c'était juste au niveau du coût d'analyse de l'azote organique par la méthode Kjeldahl et par la méthode de combustion. Donc, vous voulez avoir des explications un peu plus? Selon l'expérience de Buki, donc je voudrais savoir si le coût de l'analyse par la méthode de combustion est beaucoup plus avantageux que la méthode Kjeldahl. On va répondre question par question, Loïc? Oui. Super. Donc, oui, le coût d'analyse par combustion est beaucoup plus avantageux que par la méthode de Kjeldahl. Parce qu'il y a très très peu de produits chimiques. Bon, j'ai marqué pas de produits chimiques, il n'y en a quasiment pas. Il y a essentiellement des éléments qui vont permettre de fixer les gaz indésirables au niveau de la mesure. Donc, ce sont des consommables qu'il faut quand même changer, mais le coût est quand même beaucoup plus faible. Merci. Et il y a également le temps passé. L'analyse, vous l'avez en quelques minutes au niveau de la méthode par combustion, alors que ça va être plusieurs heures au niveau Kjeldahl. Par contre, les différences quand même, c'est que sur l'analyse d'UMA, on va déterminer une analyse, on va déterminer une quantité d'azote totale qui est différente de la quantité d'azote Kjeldahl. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments, certaines molécules qu'on n'arrive pas à trouver en Kjeldahl, qu'on va déterminer en DUMA. Typiquement, sont les nitrates et les nitrites. Le Kjeldahl ne les voit pas, alors que le DUMA va les quantifier. Donc si vous avez un échantillon qui contient des nitrates et des nitrites, vous allez avoir un biais au niveau de la réponse. Donc ça, il faut le savoir avant de sortir le résultat. En tout cas, il faut l'indiquer. Et la deuxième chose, c'est que au niveau de la méthode DUMA par combustion, on est limité au niveau de la prise d'échantillon. Donc la prise d'échantillon va être de l'ordre de 500 à 700 mg maximum. Donc si votre échantillon contient une quantité d'azote assez importante et homogène, vous pouvez faire une analyse DUMA. Si vous avez un échantillon qui est hétérogène et qui contient très peu d'azote, il faut augmenter la quantité d'échantillon. Et là, du coup, le DUMA a ses limites, il faut passer sur la méthode de Kjeldahl. D'autres questions? Monsieur, satisfait par la réponse? Magnifique. Oula. Alors il faut quelqu'un de droite et maintenant de gauche, sans appartenance politique bien sûr, surtout en ce mouvement des législatifs. On va rester un peu loin. Madame, je vous en prie. Bonjour. Donc je m'appelle Madame Sabra Benjeloun de la société Isola. Très heureux, bienvenue. Donc voilà, je voulais juste demander une question concernant la méthode Kjeldahl. Donc, la méthode Kjeldahl passe par 3 étapes. Donc la minéralisation, distillation et la titration. Ouais. Je voulais juste demander si l'appareil full automatique. Donc pour la titration, est-ce que c'était intégré dans l'appareil ou est-ce qu'il fallait un appareil, on va dire, externe, donc qui est lié à l'appareil pour avoir les résultats directement. Donc voilà, merci. Donc en fait, on a on propose les deux systèmes. Donc le système complètement automatisé où le titrateur est intégré. Donc là, vous avez une seule manipulation au niveau du distillateur. Il va distiller, titrer tout seul, et le titrateur est vraiment intégré. Et on a un autre système où vous avez le distillateur d'un côté et à côté donc un titrateur, mais qu'on peut coupler. C'est-à-dire qu'il y a un câble de liaison entre les deux, et les deux appareils sont capables de communiquer ensemble. Donc physiquement, ils sont séparés, mais au niveau de la manipulation et de l'automatisme, c'est un seul appareil. Parce que quand vous lancez la distillation au niveau du distillateur, il va savoir piloter le titrateur. Et de la même façon que lorsque le titrateur a fini sa titration, il va savoir piloter le distillateur pour qu'il s'arrête et qu'il se vidange. Donc là, on est sur deux systèmes physiquement séparés, mais dans les fonctionnalités, c'est un seul appareil. Merci Loïc pour toutes ces précisions. On va aller dans le processus de jamais 203 de la question 3e. Madame, messieurs les membres. Madame, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je veux bien remercier Monsieur Loïc pour sa présentation. Merci bien. Je me présente. Alors, je suis Lamia Zaza de la société professionnelle Labo.
J'ai une question concernant la méthode Gjelda. Oui. Vous avez dit que cette méthode ne nécessite pas des tubes, alors que vous avez déjà dit qu'il existe des tubes spécifiques concernant cette méthode. Je veux bien savoir ces spécificités de ces tubes. Donc effectivement, on a des... Donc la méthode Geldal nécessite l'utilisation de tubes de minéralisation et de distillation donc pour la mise en place de la manip. Ce sont dans ces tubes-là qu'on va mettre les échantillons. Et pendant la phase de minéralisation, en fait, on va donc apporter de l'acide, on chauffe à des températures de l'ordre de 400 degrés. Et il y a des phénomènes de moussage et d'évaporation qui se créent à l'intérieur du tube. Et qui peuvent poser des problèmes lorsque les tubes sont droits, c'est-à-dire que lorsque le tube est complètement droit, vous pouvez avoir l'échantillon qui mousse et qui monte en haut du tube et il n'y a rien pour l'arrêter. Les tubes Buchy, en fait, en haut du tube, et là je vous invite à passer sur le stand de Professional Labo pour voir les tubes. À leur partie supérieure, il y a une zone de restriction qui va permettre de recondenser une partie de l'acide qui est évaporé pendant la minéralisation, et le fait que l'acide se recondense sur le tube, ça permet de limiter les phénomènes de moussage et ça évite les débordements de tubes. Donc c'est vraiment des tubes spécifiques Buchy qui ont une forme différente des autres tubes qui permettent de travailler en toute sécurité pendant la phase de minéralisation. Les deux dernières questions, peut-être, s'il y en a dans la salle. Sinon, s'il n'y a plus de questions, un mot de conclusion de notre cher invité ce matin, M. Loïc Elano. D'accord? Y a-t-il? C'est bon, on a fait le tour de la question. Tout le monde a un petit peu eu gain de cause. Loïc, un mot de la fin? Bien, je vous remercie tous pour votre participation et je vous invite donc à poser d'autres questions si vous le souhaitez dans un environnement peut-être un petit peu plus intime sur le stand de Professional Labo, donc juste derrière ici, au niveau du stand 16.1. Et donc je vous remercie à nouveau à tous. Merci beaucoup Loïc, merci de votre intervention. J'ai compris que chez Buchy, ce ne sont pas des appareils, ce sont des solutions d'experts. Vous avez également un super partenaire qui est Professional Labo, en la personne de Madame Badra Gennouni, qui souhaite intervenir. Madame Badra Gennouni, bienvenue à bord. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, premièrement, je tiens à vous remercier de votre présence. Donc là, on a vu que pas mal de partenaires ils sont là. Et je remercie en même temps Buchy d'être là avec nous, de vous proposer les meilleures solutions que Professional Labo depuis 25 ans qu'elle essaie d'apporter à ses clients. Donc on ne propose pas que du matériel, mais des solutions complètes. Donc on est là pour tous les laboratoires, c'est-à-dire tout ce qui est analyse bactériologique, physico-chimique, les allergènes, tout ce qui est environnement. Je tiens à vous remercier de votre présence et aussi on vous attend dans notre stand pour avoir plus d'informations sur nos produits. Surtout, il y a plusieurs appareils qui sont là. Nos fournisseurs, nos partenaires, je veux dire, ils sont présents, ils seront là de vous présenter les meilleurs. Merci beaucoup. Voilà. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous étiez sur la page professionnellabo.news. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une émission unique et exceptionnelle. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Gennouni et Monsieur Loïc Elano. Merci beaucoup, Professional Labo. Merci, Buchy. À très bientôt.